Dès 1947, suite à la Seconde Guerre mondiale, les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, vainqueurs de la guerre, s'opposent sur le plan idéologique, économique, politique et scientifique. En effet, le monde se divise en deux camps, le système du bloc de l'Est de l'URSS communiste et le système du bloc de l'Ouest des États-Unis capitalistes. Les États-Unis détiennent le monopole nucléaire et disposent d'une puissance économique et financière. D'autre part, l'Union soviétique possède une grande force militaire en Europe centrale et orientale, ainsi qu'un prestige politique considérable. Cette opposition entre ces deux superpuissances marque la naissance d'une guerre froide qui dure environ un demi-siècle, de 1947 à 1991. Elle est composée de 6 périodes, chacune se terminant par une guerre ou une crise. La première phase, intitulée « Naissance des blocs et première crise », s'achève par la guerre de Corée en 1953. Ce conflit oppose les forces de la République démocratique populaire de Corée, la Corée du Nord, communiste aidée par la Chine et l'URSS, aux forces de la République de Corée, Corée du Sud, non communiste et soutenue par les États-Unis, les puissances du bloc de l'Ouest et l'ONU. Par conséquent, on peut considérer cette guerre un conflit idéologique et militaire. Dans ce contexte, nous pouvons nous poser la question suivante. Dans quelle mesure la guerre de Corée illustre l'opposition idéologique entre l'URSS et les États-Unis, les deux grandes superpuissances du monde à la fin de la première période de la guerre froide? Cette problématique justifie l'opposition et l'affrontement idéologique, militaire, économique et politique entre les deux grandes superpuissances du monde, les États-Unis et l'URSS, en donnant un exemple concret de la guerre froide. L'exemple choisi est la guerre de Corée, qui prend place dans la première période de la guerre froide. Elle illustre ce conflit idéologique, militaire, économique et politique en traitant les aspects importants parmi les causes, le déroulement et les conséquences de ceux-ci. Cette guerre a finalement mené à une coexistence pacifique entre ces deux grandes superpuissances qui marque la fin de cette période. Par conséquent, nous voyons que cette problématique mérite d'être discutée à cause de sa validité et sa relation avec le sujet traité d'une façon directe et concise. En 1945, vers l'achèvement de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis décident de s'installer en Corée. Plus précisément, les Soviétiques occupent le nord de la Corée, au 38e parallèle, le 9 août 1945. D'autre part, le 8 septembre 1945, les États-Unis envahissent le sud du pays. La Corée se trouve coupée en deux, la Corée du Nord communiste, soutenue par l'URSS, et la Corée du Sud capitaliste, soutenue par les États-Unis. Cependant, à cette époque, cela n'est pas encore officiel. Elle se coupe officiellement en 1948, durant la guerre froide qui fait alors rage. En fait, la Corée du Nord avait refusé de reconnaître la validité des élections menées dans le Sud sous la protection de la Commission des Nations Unies qui clame que la République de Corée est le seul gouvernement légitime de la Corée. Par conséquent, chacune des parties se croit légitimée à reconquérir l'autre. Cette guerre se déclenche officiellement le 25 juin 1950, lorsque l'armée de la Corée du Nord lance une offensive sur la République de la Corée du Sud en franchissant le 38e parallèle qui sépare les deux Corées. Elle est mieux préparée et espérait que cette attaque allait empêcher les Américains d'intervenir en force et d'obtenir une victoire facile. Cependant, c'est un échec. En effet, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait demandé de cesser le feu, mais la Corée a resté sourde à cette demande. Par conséquent, le 27 juin 1950, l'ONU demande à ces États d'apporter un soutien militaire à la République de la Corée. Nous pouvons analyser que ces deux superpuissances prennent l'opportunité pour s'opposer militairement et idéologiquement indirectement sur le territoire coréen afin de démontrer leur puissance l'un à l'autre et aux autres pays du monde. De plus, nous pouvons donc déduire que c'est un affrontement idéologique où chaque superpuissance défend la partie de la Corée où elle partage la même idéologie. Nous venons donc à l'intervention des États-Unis dans cette guerre, lorsque le 30 juin 1950, Truman envoie ses troupes américaines stationnées au Japon à la Corée pour contrer l'offensive nord-coréenne. De plus, les Britanniques, les Français, les Belges, les Turcs et les Néerlandais s'y joignent progressivement. Ils partent tous
du pont du Pusan et débarque à un champ, conduit par MacArthur, le général américain. Le 30 septembre 1950, afin de repousser les Nord-Coréens. Les théories du général MacArthur suggèrent de pousser la victoire contre le communisme jusqu'en Chine. Par conséquent, les forces américaines atteignent la frontière chinoise. Cependant, la contre-offensive chinoise et nord-coréenne réussit de reprendre Séoul, la capitale sud-coréenne, en novembre et en décembre 1950, causant la mort de plusieurs soldats américains et européens. La situation est tellement sérieuse pour le général américain qu'il demande à Truman d'envoyer des bombes nucléaires sur la Mandchourie. Cela n'est pas possible car il y avait dans cette époque le concept de la destruction mutuelle assurée. Au début de 1951, la République de Corée ne lui manque que Busan, Daegu et Masan. Comme le gouvernement du Sud a déclaré, il nous manque 52 de nos 55 villes. En fait, les autres villes ont été dévastées par les bombardements nord-coréens ou colonisées par le Nord. Suite à cette destruction, les Nations Unies proposent d'empêcher l'élargissement du conflit en cessant le feu. Puisque les États-Unis craignent un conflit généralisé avec la Chine, ils ont remplacé le général MacArthur qui veut poursuivre l'offensive par Ridgway en avril 1951, puis par Clark en 1952. L'objectif de l'ONU et des États-Unis est limité au rétablissement du statu quo ante, autour du 38e parallèle. Par conséquent, le front se stabilise et des négociations ont été faites en juillet 1951, mais brisées en août à la ville de Kaesong. Par suite, en octobre 1951, elles reprennent à Panmunjom. Enfin, elles prennent fin le 27 juillet 1953 quand les États-Unis et l'URSS reconnaissent respectivement les deux Corées. D'après ces informations, nous pouvons justifier que ce conflit est une opposition idéologique et militaire entre les deux superpuissances du monde, car elles contrôlent tous les événements de la guerre. Par exemple, l'offensive de MacArthur et leur idéologie avaient été prises en considération lors des combats. De plus, c'est eux qui ont mis fin à cette guerre. Les États-Unis prennent toutes les décisions pour la Corée du Sud qui partagent la même idéologie. De l'autre côté, l'URSS supporte la Corée du Nord avec un coup de main de la Chine communiste. En effet, cette guerre est une bonne occasion pour que ces deux superpuissances s'opposent sur un territoire homogène. Une guerre ou bien un massacre. En 3 années, les pertes humaines étaient énormes, soit 2 milliards 415 millions 600 civils et soldats. On rajoute sur cela les victimes civiles des bombardements, des pénuries alimentaires et d'autres épidémies. Il y a aussi un grand nombre de Nord-Coréens qui ont cherché refuge au sud. Nous pouvons analyser que le grand nombre de pertes humanitaires avait donc conduit à l'arrêt de la guerre et à la signature d'un armistice. Pour les deux superpuissances, la guerre de Corée avait causé une grande chute sur le plan économique. C'est partiellement à cause des armes et des munitions fabriquées pendant la guerre. La guerre coréenne avait coûté les États-Unis 30 milliards de dollars, incluant 3 milliards de dollars de pertes matérielles. Les belligérants de la guerre signent l'armistice de Panmunjom le 27 juillet 1953. Cet armistice met fin à la guerre de Corée. Cet accord prévoit la création d'une zone démilitarisée et sécurisée. De plus, l'armistice fixe la frontière qui divise la Corée en 2 pays indépendants. La signature de cet accord empêche l'élargissement du conflit et l'accroissement des pertes économiques, militaires, politiques et matérielles. L'URSS ne voyait pas un but à continuer cette guerre à cause de ceci. Ainsi, une coexistence pacifique était mise en place. En mars 1953, Staline meurt et Nikita Khrouchtchev prend sa place. Il blâme les crimes faits par Staline et implique le principe de la déstalinisation et permet donc la coexistence pacifique en 1956. La coexistence pacifique a pour but de limiter l'affrontement entre les deux superpuissances. Elle est favorisée par la destruction mutuelle assurée. Les deux superpuissances veulent limiter la course aux armements et ébauchent une coopération commerciale. En outre, les deux blocs ne s'affrontent plus qu'idéologiquement à travers les crises et les rapports. The future of civilization depends on what we do now, and in the months ahead. Here are the things we will do. First, we will continue to uphold, and if necessary, to defend with arms, the principles of the United Nations.
Second, we will continue to work with the other free nations to strengthen our combined defenses. Third, we will build up our own Army, Navy, and Air Force, and make more weapons for ourselves and our allies. Fourth, we'll expand our economy and keep it on an even keel. Though the present situation is dangerous, we do not believe that war is inevitable. There is no conflict between the legitimate interests of the free world and those of the Soviet Union that cannot be settled by peaceful means. Nous pouvons analyser que la guerre de Corée avait causé des pertes économiques, matérielles, militaires et humanitaires excessives. Les deux superpuissances se sont rendues compte que ces pertes s'accroissent et que la seule façon d'arrêter ce conflit est de faire un accord de paix. La coexistence pacifique marque la fin de la guerre.